Kinshasa a fait connaître à Luanda par une note verbale transmise officiellement son indignation et ses vives protestations suite justement aux expulsions brutales et inhumaines des Congolais sur les territoires angolais. Les images ont fait le tour de la toile. Tout le monde en a parlé, tous les médias. Mais c'était choquant, et même très choquant. Le ministre des Affaires étrangères, qui est en même temps vice-premier ministre, était en tournée à l'extérieur. À peine arrivé, le gouvernement s'est réuni à lever l'option. Alors, Kinshasa ne veut pas tomber dans la plaque pour pécher, comme Luanda, par ces brutalités et ces violations flagrantes des droits de l'homme. On en parle dans son numéro avec notre invité. Bruno Caïman, bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes expert en relations internationales. Et voilà, vous avez terminé. Vous êtes professeur associé ici chez vous. Bruno Caïman, dites-nous, Kinshasa est-il devant un dilemme réciprocité alors que l'affaire n'est pas purement diplomatique, mais plutôt l'affaire des droits de l'homme. Est-ce que c'est un dilemme? Oui Fabien, merci pour l'invitation qui m'a été donnée pour venir discuter sur cette question. Je ne crois pas que le gouvernement congolais soit devant un dilemme de responsabilité. Responsabilité devant sa propre constitution, responsabilité qu'on a pris au niveau de CIRGL, responsabilité devant la charte de l'Union africaine, responsabilité devant la charte des Nations Unies. Tous ces instruments juridiques que je viens d'évoquer ici disent noir sur blanc qu'on ne peut pas arriver à mettre hors de son territoire des populations entières comme les Angolais sont en train de le faire. Et donc, si on peut mettre à côté les autres textes internationaux, l'Angola a péché même contre sa propre constitution. Parce que dans la constitution de tout pays, il est reconnu que les autorités de ce pays doivent prendre soin pas seulement de ses propres citoyens, mais de tous les étrangers qui vivent dans ces pays-là, dans ces territoires-là. Or, il y a des Congolais qui avaient de papier, qui étaient en train de travailler, de vivre légalement en Angola, ils ont été expulsés. Alors, pour revenir à l'Angola, Lourenço serait-il en train de craquer parce que d'abord, bloqué, toute la manne du régime Eduardo est bloquée, il fait souffrir ses enfants, il arrête, il fait arrêter. Les promesses de l'extérieur de l'Union européenne, surtout de la France, ça ne vient pas, les milliards qu'il attend, ça ne vient pas. Alors, et il décharge cette colère sur des Congolais. Est-ce qu'on peut réfléchir sans ça? La vraie question, il se trouve à ce niveau-là. On a un nouveau régime au niveau de l'Angola, on a un nouveau président de la République qui doit avoir sa façon de faire les choses, sa façon de concevoir la politique intérieure, la politique étrangère. Les grandes chaînes de télévision, ce n'est pas de la bavure policière. C'est quelque chose qui a été planifié, quelque chose qui a été réfléchi. Chasser, plutôt expulser des étrangers, des Congolais avec des chars et des hélicoptères. Même si De Beers revient pour relancer le secteur diamantifère, mais la brutalité ici pour un pays qui a connu la guerre, 27 ans, et nous avons gardé nos frères, nos voisins, angolais ici, notre même ici, 30 ans, nous avons été plus hospitaliers. Est-ce qu'il faut nous rendre pareil? Et donc, moi je situe cette question au niveau de la politique d'abord intérieure. Si on voit la situation de l'Angola au jour d'aujourd'hui, on comprendra très facilement qu'il y a une crise au sein du parti même qui dirige le pays, le MPLA. Il y a une crise entre le président actuel et Santos qui venait de lui céder le pouvoir. Le mentorisé s'est rebellé contre le mentor. Et donc, il paye les frais. Cette crise a des répercussions au niveau intérieur, au niveau du pays. Comment le président actuel va-t-il résoudre la crise interne de ce pays devant
à mon avis, l'incapacité là pour trouver des solutions et, la crise financière, et expliquer aux Angolais ce qu'ils veulent. Dit la crise est perceptible, visible, plutôt en Angola. C'est pas ce qu'on vous raconte là. Elle est visible, palpable. C'est effectivement ça. Devant l'incapacité du président angolais de répondre de manière claire au peuple angolais, il cherche des boucs émissaires. Et les boucs émissaires, pour lui, ce sont les Congolais. Il veut distraire sa population pour que cette population ne lui pose pas de vraies questions. Il est incapable d'apporter une vraie réponse à la crise. Et alors, parce qu'il doit chercher des mécanismes pour endormir la population, il faut chasser le Congolais et la curiosité de la population est braquée sur la population congolaise, croyant que ce sont des Congolais qui, bon, à mon avis, sont là pour prendre les emplois et puis faire de sorte que les Angolais vivent dans la misère. Voilà la question. Alors, et donc, il serait intéressant que le pouvoir angolais soit en mesure de résoudre la question à l'interne, au lieu de chercher des boucs émissaires, des paisibles citoyens d'autres pays qui sont venus travailler ou vivre en Angola, parce que c'est pas mal congolais. Il y a d'autres pays, je crois moi, qui peuvent aussi avoir cette même peur, parce qu'on ne sait même plus respecter sa propre constitution. Justement. Alors oui, Macron a promis quand même, mais ça reste des promesses, il est aussi en difficulté. Et puis, les banques qui ont gardé l'argent de leur dos, toutes ces banques ont refusé de donner l'argent, de donner accès à Lourenço au compte de baron de fin régime. Alors du coup, il est dépaysé. Alors à ce stade, Kinshasa refuse de tomber dans la plaque en faisant également, en brillant par la violation massive des droits de l'homme. Une bonne option de ne pas riposter par pareil? Je crois que oui. Je crois que la réaction du régime de Kinshasa, c'est pratiquement une bonne réflexion, une bonne réaction. J'ai vu le ministre de l'Intérieur, Arimo Vasakanya, qui a déployé toute la machine pour d'abord identifier, répertorier. Il a demandé au gouverneur concerné d'aller voir la population, de travailler pour que le minimum soit fait. Et un conseil de ministres s'est réuni très rapidement, réfléchir sur comment apporter des questions à cette population. Et donc, il ne faut pas tomber dans le piège tendu par Lourenço. Il a le problème chez lui. Il veut résoudre ce problème par des provocations à l'externe. Je ne crois pas que ça soit une bonne option de répondre du tic au tac. Je crois que déjà la réaction qui a été faite par le ministre des Affaires étrangères de convoquer l'ambassadeur angolais, de protester, c'est quelque chose. Il est sorti de Kinshasa, donc on lui dit qu'il est en dehors. Il a refusé de recevoir le chargé d'affaires. Il voulait parler à l'ambassadeur lui-même, mais ce n'est qu'une partie remise. Mais la note verbale est déjà partie. La protestation est ferme. On suivra dans le journal. Oui, je crois que c'est une bonne option. Il faut encourager le gouvernement à ne pas tomber dans le piège. Et voilà, on doit respecter les textes internationaux, respecter notre propre constitution, continuer à protéger les étrangers qui sont chez nous au lieu de les expulser de manière... Un homme intelligent, vous ne voyez pas. En plus de ça, il travaille avec abnégation. Il sait ce qu'il fait. C'est un monsieur qui est notre patrimoine national. Et nous sommes contents de lui. Nous ne pouvons être que fiers. Et il enseigne ici en plus. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Et nous sommes fiers. Même sur le plan scientifique, sur le plan d'être dans le beau, dans le vrai et dans le bien. C'est vraiment aimé. Même si on n'arrive pas à lire, mais en tout cas, voyez l'aise. Voyez la manière dont il encadre la jeunesse.
Et voyez cette jeunesse-là, comment elle arrive à faire du travail, du bon travail. Et franchement, nous ne pouvons que le féliciter, lui souhaiter longue vie. Parce que des gens comme ça, quand on leur donne encore du temps, ils sont capables de faire beaucoup. Vous voyez, Télé 50 aujourd'hui, sa valeur vis-à-vis des autres entreprises de presse. Vraiment, nous sommes très contents, nous sommes très fiers de lui.